Mais de quoi tu parles, toi aussi? La combinaison Pondu-Madeso, y a pas mieux. Mais si tu dois choisir, je préfère suivre le Pondu éternel. Monsieur Congolais, euh, oui? vous êtes en direct. Oh. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Salut à tous. Bienvenue dans une autre vidéo de Tous Congolais. Le show qui dit oui aux Congolais, tout comme on dit oui aux Kellogg's avec du lait. En plus, ça rime. Congolais, lait. Écrivez dans la section de commentaires si vous trouvez que le rap est fait pour moi. À présent, nous avons parlé de 3 tribus congolaises, notamment le peuple Tetela, le peuple Baluba et au final le peuple Bakongo. Et comme j'avais dit dans une vidéo précédente, nous allons d'abord parler de 3 tribus et ensuite de leur histoire avant d'aller explorer d'autres tribus du Congo. Les Tetela sont connus en tant que guerriers, et du coup, nous avons parlé de la rébellion Batetela dans une autre vidéo. Une rébellion très connue, qui marque le combat contre le colonialisme. Le peuple Baluba avait cet immense empire féodal et centralisé. Certainement une page dans l'histoire congolaise qui devrait être mentionnée. Nous avons parlé de cet empire dans une autre vidéo parce que le royaume Luba est une organisation très structurée. Et vu que je crains que certains de nos compatriotes ignorent parfois qu'au Congo il y avait plusieurs royaumes, autant mieux en parler, vous ne trouvez pas? Dans cette vidéo, nous allons continuer nos recherches concernant le peuple Bakongo. Plus spécifique, le royaume Congo qu'habitait ce peuple. Ceci est donc la suite. Mais quand je repense à la vidéo précédente concernant le peuple Bakongo, j'avais quand même beaucoup de questions dans ma tête. Il y a des sources qui indiquent que le peuple bantou pourrait avoir un héritage qui mène vers l'Égypte antique suite à une grande migration. Il y a des personnes sur internet qui indiquent que le peuple bantou aurait même un héritage juif. Il y a maman qui m'avait expliqué la différence entre les bantous et les autres peuples de l'Afrique, donc pas mal de points d'interrogation. Quand il y a des points d'interrogation, je crains que le scientifique en moi me motive à chercher des réponses. Vous savez, tout a commencé quand je faisais des recherches sur le royaume Congo. J'ai dû m'arrêter d'un coup parce que quelque chose n'était pas clair. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo ce que je ne comprenais pas. Peut-être que ce serait mieux de prendre un snack et quelque chose à boire. Je pense que ça pourrait durer. Il y a beaucoup de sources, que ce soit sur internet ou dans la bibliothèque, qui expliquent à quoi aurait pu ressembler le royaume Congo. Il y a des sources écrites, tout comme il y a des sources en format vidéo, ce qui explique déjà la grandeur de l'Empire. Comme j'ai pu lire, avant que je ne m'arrête, le royaume Congo était le royaume le plus organisé de l'Afrique subsaharienne. Pour commencer, il était organisé géographiquement. Toute la partie nord et nord-est de l'actuel Angola étaient des territoires du royaume Congo, dont les frontières s'étendaient sur tout le long de l'océan Atlantique. Comme indique la carte, le territoire du royaume Congo était aussi situé à l'ouest de la République démocratique du Congo, au sud et au sud-ouest de l'actuel Congo-Brazzaville et aussi dans une petite partie du Gabon. Donc le royaume était énorme et il était, d'après les sources, très organisé. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo pourquoi le royaume était si organisé. Sur cette carte, vous devez surtout vous concentrer sur la partie jaune foncé. Au royaume, le langage courant était le Kikongo. Dans les régions voisines, les régions illustrées avec une couleur jaune claire, c'était le Kituba qui était utilisé. Une langue basée sur le Kikongo, parlée comme seconde ou première langue dans l'actuel Congo-Brazzaville. Une fois que je commençais à chercher l'origine des peuples du royaume Congo, c'est là que je me suis arrêté parce que j'étais tout simplement confus. Laissez-moi vous expliquer. Le royaume Congo a été créé dans l'année 1390, donc au XIVe siècle, 10 ans avant d'arriver au XVe siècle. Et une source indique que le royaume Congo se développa après plusieurs migrations bantoues du 7e siècle au 15e siècle, dans une zone peuplée de pygmées. Il y avait donc des pygmées au Congo bien avant que les bantous n'arrivent. Et au cas où vous ne savez pas, le terme pygmée désigne un individu appartenant à des populations spécifiques caractérisées par leur petite taille. Il ne s'agit pas de nanisme au sens médical du terme, mais d'une adaptation morphologique au milieu de la forêt équatoriale. Bref, je pouvais déjà confirmer qu'il y avait déjà un groupe dans le territoire qu'actuellement on nomme Congo. Et ce qui m'avait confus, c'était un passage dans une de ces sources. Il est écrit que suite aux migrations bantoues, les différents groupes indépendants ont été d'une façon ou d'une autre unifiés et organisés en royaumes. Et voilà pourquoi j'étais confus et pourquoi je me posais encore plus de questions. Peut-être que je me pose beaucoup trop de questions, sûrement même, mais d'après que je le sache, plusieurs groupes indépendants ne peuvent quand même pas d'un coup être organisés en royaume, non? Ça n'a pas de sens. Peut-être après un certain laps de temps, d'accord, mais à la fois les groupes qui étaient déjà au Congo dans cette période
étaient des différents groupes indépendants avec leur propre mode de vie. Et il n'y avait pas que des pygmées, mais il y avait encore d'autres groupes, des chasseurs, etc. Est-ce que je dois tout simplement accepter que, à un certain point, tous ces groupes se sont dit « Travaillons ensemble en forme de royaume, et ensemble nous allons devenir le royaume le plus organisé de l'Afrique subsaharienne. » En plus, quand on retient que le royaume Congo était le royaume le plus organisé de l'Afrique subsaharienne, je me suis dit que soit quelque chose ne tourne pas rond, ou peut-être qu'il me manque tout simplement des informations cruciales pour voir plus clair. Alors j'ai continué mes recherches à base de deux hypothèses. Première hypothèse, je suppose que ces groupes indépendants qui occupaient certaines terres du Congo étaient développés et étaient déjà dans une phase de changement et du coup, ils allaient au fur et à mesure devenir un royaume organisé. Je trouve cela peu probable, mais j'ai quand même cherché et j'ai trouvé des réponses. Deuxième hypothèse, je suppose que ces groupes venant des migrations bantoues avaient déjà des connaissances d'un mode de vie en groupe, avaient déjà des connaissances d'une vie dans une organisation qui devrait ressembler à un royaume, et du coup, ils ont utilisé ces connaissances pour organiser les groupes déjà installés au Congo pour former le royaume le plus organisé de l'Afrique subsaharienne. Ce qui m'a l'air d'être bien plus probable. Concernant la première hypothèse, les sources indiquent qu'à partir de l'an 2500 avant Jésus-Christ, des peuples chasseurs et des populations pygmées s'installèrent dans les régions de la forêt équatoriale. Les pygmées conservent un mode de vie nomade. Ils ne pratiquent ni la culture ni l'élevage. Et à l'heure que je vous parle, les pygmées existent toujours et n'ont pas directement changé de mode de vie. Bien sûr, il y en a d'autres qui arrêtent les traditions et se fondent dans la masse en allant dans les villes, mais actuellement, les pygmées existent toujours et n'ont pas vraiment changé de mode de vie. Donc pas de culture, pas d'élevage. J'ai beau avoir cherché dans plusieurs sources, mais j'ai pas trouvé même une seule source qui aurait pu me donner la moindre piste que les pygmées avaient cette idée de s'organiser comme dans un royaume. Bon, à la fois, ils avaient un autre mode de vie, donc je ne devrais pas directement me poser trop de questions. Autour de l'an 500 avant Jésus-Christ, des groupes provenant du pays actuellement connu comme Soudan et des Nilotes d'Afrique du Nord et de l'Ouest migrèrent à leur tour. D'autres sont arrivés au territoire qui, dans un futur, allait être appelé Congo, d'autres sont restés au Soudan et d'autres sont allés ailleurs. Et au cas où vous ne savez pas, les Nilotes sont les peuples indigènes qui parlent des langues nilotiques. Les Nilotes se trouvent au Soudan du Sud, en Ouganda, au Kenya ou dans la Tanzanie du Nord. Les Nilotes sont connus pour leur couleur de peau très foncée et leur corps mince et élancé. Ils possèdent souvent des membres exceptionnellement longs, en particulier vis-à-vis des segments distaux, comme l'avant-bras ou les mollets. La science pense que cette caractéristique est une adaptation climatique permettant à leur corps de se débarrasser plus efficacement de la chaleur. Bref, je vais vous lire une citation en anglais concernant les Nilotes. The Nilotes constitute the majority of the population in South Sudan, an area that is believed to be their original point of dispersal. En traduisant, il est dit que les Nilotes constituent la majorité de la population au Soudan du Sud, une zone qui pourrait être le point de dispersion initial de ce peuple. Mais maintenant, quand il s'agit du Soudan, quand on part vers le nord du Soudan, il y avait une civilisation très semblable à l'Égypte antique, avec des pyramides, des structures qui se ressemblaient. Pas très étonnant, vu que l'Égypte et le Soudan sont l'un à côté de l'autre. Je me suis posé encore plus de questions parce que beaucoup d'aspects ne sont pas clairs. Je vous explique. L'actuel Soudan est un grand pays. Ça fait partie des plus grands pays de l'Afrique même. Sans aucun doute, ils avaient déjà des traditions et coutumes qui devraient apparaître plus ou moins partout dans le pays. Ne pas oublier que la culture égyptienne était juste devant leurs portes, je suis sûr que ça les a inspirés. Certaines sources présument que certains groupes nilotiques, du temps avant le royaume Congo, ont migré à partir du Soudan du Sud au Congo environ autour de l'an 500 avant Jésus-Christ. Donc 10 siècles, en d'autres termes 1000 ans, avant que les Bantous commencèrent à s'étendre vers le sud. Et ce qui me choqua personnellement, au point même que j'étais super impressionné, il y avait donc, d'après que je le sache, des Nilotes, des Pygmées et des chasseurs dans les territoires de l'actuel Congo. Je ne sais pas dire le nombre, je ne sais pas dire s'il y avait encore d'autres groupes, je ne sais même pas dire si ces groupes étaient organisés avec certaines coutumes ou certaines traditions. Je peux seulement dire que ces groupes étaient certainement indépendants vu qu'ils avaient leur propre mode de vie. Et vous savez ce que les différents groupes ont fait dans les 1000 ans avant que les Bantous arrivent dans l'actuel Congo? Surtout si l'on considère que les Nilotes avaient leurs traditions et que les Pygmées et les chasseurs avaient leur mode de vie qui probablement demandait un certain territoire. Je vais vous dire ce qu'ils ont apporté. Rien. Ou peut-être mieux parler, on ne sait pas ce qu'ils ont fait.
Je n'arrive pas à retrouver une trace de ce que les Pygmées ou les Nilotes ou même les chasseurs ont apporté dans les 1000 ans avant que les Bantous arrivent dans le territoire de l'actuel Congo. Ou peut-être que j'ai pas bien cherché. Où est ce livre? Non, il n'y a vraiment rien. Je ne sais pas dire si les groupes vivaient de façon pacifique ou si il y avait une certaine tension. Du coup, pour répondre à notre première hypothèse, qui supposait que ces groupes indépendants qui étaient déjà au Congo, qu'ils allaient fin de compte devenir une organisation organisée, je crains que cette hypothèse n'a tout simplement pas de réponse. Allons vers la deuxième hypothèse. L'hypothèse qui se demande si les Bantous ayant migré vers l'actuel Congo avaient déjà des connaissances d'une vie en grande communauté. Il va donc falloir que j'analyse ce qui a été écrit concernant la grande migration. Vous savez, c'est vraiment fascinant. Si les Bantous ont migré, où est-ce qu'ils se trouvaient en Afrique alors? Pourquoi est-ce qu'ils ont migré? J'ai trouvé plusieurs réponses qui ne sont hélas que des hypothèses. Il va donc falloir faire des recherches complémentaires. Mais j'ai trouvé une façon d'observer ces hypothèses. Observons cette carte qui explique la migration bantoue dans les 1000 ans avant et les 1000 ans après Jésus-Christ. La carte indique que la migration bantoue aurait pu commencer dans les régions de l'Afrique de l'Ouest. Le grand point rouge d'où sortent les flèches se trouve plus ou moins à la frontière du Niger et du Nigeria. Écoutez-moi, un certain Joseph Greenberg, qui était un linguiste américain connu principalement pour ses travaux concernant la typologie linguistique et la classification génétique des langues, a étudié les langues bantoues et a créé une hypothèse très intéressante. Une hypothèse qui se nomme l'hypothèse du Niger-Congo. Je copie-coller ce qui a été dit. L'hypothèse du Niger-Congo, mise au point par Joseph Greenberg sur l'état des langues bantoues, explique que les bantous originaires d'Afrique de l'Ouest, du Cameroun, migrent par le bassin du Congo dans le sud et l'Afrique de l'Est. Donc, l'hypothèse confirme le trajet sur la carte. Les bantous sont entrés au Congo, d'autres sont allés vers d'autres régions comme au Kenya plus loin dans l'Est et d'autres sont allés plus loin dans le sud. C'est vraiment intéressant et très fascinant, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui disent que les bantous sont les descendants des Égyptiens dans l'Antiquité. J'ai copié-collé une autre phrase qui dit ceci. L'hypothèse du Niger-Congo doit être réexaminée, en outre comme il faut prendre en compte les traditions orales des groupes de nos jours, des anciens bantous du Kenya qui se souviennent d'une migration vers le sud de l'Égypte. Cette phrase veut dire que cette carte, avec des trajets migratoires bien spécifiés, n'est peut-être pas correcte. Si l'on considère les traditions orales des bantous au Kenya, le trajet migratoire devrait alors avoir commencé de l'Égypte ou le Soudan, je suppose, qui devrait possiblement, selon des sources, être l'origine ultime des bantous. Mais faites attention, ça ne veut pas nécessairement dire que les bantous viennent de l'Égypte. Ce n'est vraiment pas ce que j'essaie de prouver, en tout cas pas dans cette vidéo. J'essaie juste de résoudre la deuxième hypothèse, qui en fait vient d'être résolue. Je voulais simplement savoir si les bantous ayant migré en masse au cours de ces longues années avaient les connaissances nécessaires pour faire en sorte que le royaume Congo soit considéré comme l'organisation le plus organisée de l'Afrique subsaharienne. Et laissez-moi vous dire que peu importe si les bantous viennent de l'Égypte, comme montre cette carte, et peu importe si les bantous viennent de l'Afrique de l'Ouest, comme montre cette carte, j'ai analysé les différents trajets migratoires dans les deux cartes et laissez-moi vous dire que partout où les bantous ont migré, dans le sud de l'Afrique, ils ont toujours construit des empires, peu importe que les deux cartes que j'ai montrées soient correctes ou pas. C'est vraiment fou! Les bantous ont toujours construit des royaumes, ce qui me fait croire que la vie dans un royaume était vraiment le mode de vie des bantous dans le temps. Je devrais analyser cet aspect dans une prochaine vidéo. Mais au cas où vous ne vous réalisez pas combien d'empires bantous ont existé en Afrique subsaharienne, le royaume Congo, bantou. Le royaume Luba, bantou. Le royaume Lunda, bantou. L'empire d'Angola, je répète, bantou. L'empire Buganda en Ouganda, en plus ça rime, bantou. En Afrique du Sud, l'empire Mutapa, bantou. L'empire d'Anamombe, bantou. Au Zimbabwe, l'empire Mapungubwe, bantou. Et c'est même pas la moitié des empires qui ont existé, mes amis. C'est même pas la moitié. Partout où les bantous ont été, ils ont laissé des empires. Ce qui confirme ma deuxième hypothèse. Oui, les bantous avaient les connaissances requises pour faire en sorte que le royaume Congo soit considéré comme le royaume le plus organisé de l'Afrique. Je ne sais pas d'où sortent ces connaissances, mais le fait qu'il y ait des empires partout. J'aimerais rajouter que le royaume Congo a inspiré aussi d'autres royaumes. Mais nous allons parler de cela dans la prochaine vidéo. C'est quand même fou, vous ne trouvez pas? J'avais une petite question dans ma tête et en essayant de trouver une réponse, je termine par comprendre que les bantous étaient vraiment beaucoup trop avancés. Et quand je dis étaient, ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont plus. C'est dans leur ADN, c'est dans leur histoire. Il faut juste s'en rendre compte, je pense. Un conseil, mes amis,
Faites comme moi, laissez-vous guider par la science. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous expliquer les raisons qui auraient pu pousser les Bantous à migrer vers le sud. Nul n'est sûr, ce ne sont juste que des hypothèses, mais la dernière source que j'ai consultée nous a donné 6 possibles raisons. J'ai un nouveau copier-coller. Première raison indique que l'assèchement des prairies du Sahara ont conduit les groupes qui pratiquaient l'agriculture à migrer à la recherche de nouvelles terres fertiles et d'eau pour l'agriculture, parce qu'il y avait la sécheresse et la famine. Ouais, peut-être. Deuxième raison, une augmentation de la population a entraîné des pressions qui ont poussé les autres à migrer à la recherche d'une nouvelle terre. C'était un désert, donc oui, peut-être. Les attaques constantes des tribus voisines plus fortes en Afrique de l'Ouest et dans la vallée du Nil, et les pressions extérieures telles que la migration des Arabes en Afrique de l'Ouest, les auraient donc poussés à migrer. Je ne sais pas. Peut-être. Quatrième raison. Les dirigeants voulaient étendre leur royaume et acquérir plus de pouvoir et de contrôle. Quand on considère la soif de pouvoir de l'être humain, ça ne m'étonnerait pas. Cinquième raison. Les guerres tribales ont amené les tribus vaincues à fuir les puissants pour la sécurité. Donc vous voulez dire que les tribus faibles ont migré parce qu'ils étaient vaincus, et une fois au sud du Sahara, ils créent des empires immenses. Je pense pas que c'est la raison. Mais qui sait? Dernière raison, les Bantous voulaient développer leur culture du fer. Ils avaient découvert la connaissance du travail du fer et avaient inventé des outils en fer qui transformaient l'agriculture. Bon, j'ai pas étudié la culture de fer, donc je ne sais rien dire. Et franchement, je préfère ne pas dire grand-chose sur ces raisons. Je pourrais les étudier, bien sûr, mais je vous laisse l'honneur. Si vous avez des explications ou quelque chose à dire, exprimez-vous juste dans la section des commentaires. Bon, mes amis, le scientifique en moi m'a épuisé et j'ai faim. Donc je vous laisse. Prochaine vidéo, le Royaume Congo.